Ethique Vie vous présente un café et la presse. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Georges? Très bien et vous? J'adore vos petits pains au chocolat, je sais pas où vous les trouvez, ils sont super bons. Je varie les plaisirs. C'est sympa. Bon, sinon, en dehors de 49.3, on a une semaine plutôt calme. Alors ça a été calme effectivement Georges, on va quand même rire un peu de ce fameux 49.3 si vous me le permettez. Un 49.3, vous n'avez pas connu, vous, que François Mitterrand... Je suis né sous Mitterrand. Mitterrand, on disait. Mitterrand, excusez-moi. Parce qu'on disait que c'était un coup d'État permanent. Un 49.3 dont Mme El Khomri nous disait qu'elle n'aurait pas besoin. Eh bien si, M. Valls, lui, déplore de l'utiliser. Et puis, il y avait une phrase historique, c'était autour de 81 aussi. Ouais. Je crois que c'était Paul Quilès, de mémoire, qui était ministre à l'époque, et qui avait dit... Vous, à l'opposition, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. C'est vraiment la phrase du 49.3, ça. En tout cas, il y en a un autre qui en a parlé. Notre cher président. Ça passe en boucle sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz. C'est François Hollande. Je ne manquerai pas de vous le montrer. Regardez ça. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre, ce débat parlementaire, d'une manière ou d'une autre. D'abord au Sénat, et ensuite par des procédures que nous utiliserons jusqu'au bout. Jean-Pierre, on ne fait pas de politique ici. Non, on ne fait pas de politique. Mais quand même, là c'est énorme. Le gouvernement, il se prend les pieds dans le tapis. Le tapis, il est large. Hein. Ah oui, il est énorme, le tapis. En tout cas, Georges, regardez cet article dans Les Échos. Il date du 9 mai, c'est à retenir. Michel Sapin, qui défend l'idée d'une baisse du taux d'impôt sur les sociétés plus marqué que ce que prévoit le pacte de responsabilité. Il faut amorcer la baisse du taux d'IS, c'est ce qui est le plus visible au niveau international, et ça, c'est ce que dit son entourage, Georges. Donc finalement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Alors pourquoi ils râlent contre El Khomri? Oui, alors, ce que je vous propose, c'est de regarder les Échos du 10, non. C'est-à-dire le lendemain. Alors, vous ouvrez le journal, et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien... Monsieur Sapin qui déclare « Ce n'est pas un sujet d'actualité ». Ah, bizarre quand même. Hein. Il n'y a pas à Bercy ou ailleurs, dit-il, de volonté de modifier en quoi que ce soit l'IS. Le ministre qui s'est néanmoins dit favorable à de nouvelles baisses de l'IS à plus long terme pour harmoniser la fiscalité des entreprises en Europe. Donc, en fait, il faut bien le faire. Il dit qu'on verra plus tard. Le lundi de Pentecôte, il a encore dit qu'on pouvait en discuter, le cas échéant, si je puis me permettre. C'est une valse triste. Joli jeu de mots. C'est joli, valse triste, hein, du ministre des Finances, pas d'économie. Mais du coup, finalement, avec tout le respect que j'ai pour le gouvernement, c'est que des girouettes. Alors, c'est la semaine des citations. Ah, si vous étiez plus vieux, vous sauriez aussi qu'Edgar Faure, grand homme politique de la 5e et de la 4e, d'ailleurs, avait parlé des girouettes en disant « C'est pas la girouette qui tourne, figurez-vous, c'est le vent ». Ah, c'est pas mal ça, hein, regardez. Alors regardez, Michel Sapin, c'est un spécialiste. Regardez encore un article dans La Tribune, Les fourberies de Sapin. C'est un joli titre. Le ministre des Finances qui défend officiellement le projet de retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Ça, on en a longtemps parlé. Mais il dit que ça sera mis en œuvre le 1er janvier 2018. En réalité, il sait que le projet sera difficile, voire impossible à mener à bien dans ces délais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, après moi, le déluge. On verra bien ce qui se passe. Alors, il y a deux écoles. Hein. Soit on n'est pas élu, et puis ça sera aux autres de voir ce qu'ils font avec ça, même si c'est compliqué. Soit on est élu, et ça sera tellement compliqué qu'il faudra me remettre, pense-t-il, au ministère des Finances. Bon calcul. Ils sont bons, ils sont bons. Oui. Bon, pour revenir à nos sujets, la semaine dernière, vous parliez beaucoup des risques de marché. Exactement. Mais en fait, vous êtes un peu tout seul là-dessus. J'aime bien être tout seul aussi. C'est vrai. Non, enfin, on peut appeler ça pour les autres la politique de... L'autruche. Pas mal, hein? La politique de l'autruche, effectivement, de nombreux gérants sont en train de se désexposer. Il n'y a pas que Carmignac. Hein. Si vous ouvrez la presse financière, il y a beaucoup de gérants qui se désexposent. Ça veut bien dire qu'on a peur. Ont-ils tort? Seul l'avenir nous le dira, Georges. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, regardez, certains économistes en parlent. Regardez, elle s'appelle Natacha Valla et c'est dans Les Échos. Elle dit « Nous sommes dans une bulle obligataire géante » et elle argumente, comme il lui coûte de déposer à la BCE, la logique voudrait qu'une banque répercute le taux négatif au dépôt de ses clients, y compris les particuliers. Mais les déposants pourraient à ce moment-là retirer massivement leur cash de leur compte. Ça s'appelle un bank run, on en avait parlé au moment de la Grèce, et ce que l'on pensait purement théorique devient aujourd'hui une discussion très sérieuse. Tous les clients qui retireraient l'argent des banques, vous imaginez ce que ça ferait, et peut-être que vous comprenez mieux, Georges, maintenant, pourquoi les politiques ils veulent supprimer le cash, les billets de 500 €, puis d'autres après. Je comprends, mais du coup... Peut-être pas une question très bête, mais quel intérêt de placer de l'argent si c'est risqué et qu'on ne gagne rien? Eh bien, c'est bien ce qui se passe. Hein. Il y a un chiffre hallucinant. Écoutez, il y a un de nos amis qui l'a commenté. Il s'appelle Olivier Goua. C'est le président de l'Endix. Et écoutez son commentaire sur le sujet.
il y a un espèce de seuil psychologique qui a été déterminé qui est de 3%. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 3% sur votre épargne, vous n'avez même pas envie de faire l'effort de le placer. Puis à moins de 3%, franchement, autant laisser dormir l'argent sur le compte courant. Et c'est pour ça que cette année, il y a eu un record d'argent mobilisé sur les comptes courants, plus 36 milliards d'euros. C'est considérable, c'est-à-dire que les Français ont préféré laisser l'argent dormir sur leur compte plutôt que le placer. 36 milliards sur des comptes courants, mais c'est fou. 36 milliards. Fou. Mais vous avez combien, vous? Sur mon compte courant, beaucoup. Pas loin de 36 milliards. Hein. Mais puisque vous avez passé Olivier Goy, le risque il semble important partout et notamment sur son marché. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc sur son marché, Lending Club, le leader américain, ils avaient pris un directeur-président même, français, qui s'appelait Renaud Laplanche. Exactement. Il avait fait un buzz énorme en introduisant en bourse, sa boîte valait plusieurs milliards et il s'est fait virer. Alors, on rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas que le crowdlending, c'est le fait de prêter aux entreprises par des petits épargnants qui vont sur un site internet. Exactement. Renaud Laplanche, c'était un Français, il avait monté Lending Club, ça avait fait un buzz incroyable en bourse, il avait fait fortune, c'était la success story américaine. Là, il vient de se faire virer par son conseil d'administration, Manu Militari, on peut le dire. Donc, ça a amené des doutes sur le sujet. Effectivement, il semblerait qu'il s'agisse d'un problème de transparence en réalité. Et écoutez toujours l'avis d'Olivier Goy, qui est notre copain, et qui nous dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et lui, il sait de quoi il parle, c'est le président de l'Endix. Regardez. Le point, en fait, ce qui serait reproché, c'est une mauvaise information commerciale donnée à un investisseur institutionnel. Donc, ce qui est reproché à Renaud Laplanche par son conseil d'administration, ce serait d'avoir vendu pour 22 millions de dollars de prêts, mais sans avoir dit vraiment ce que représentaient ces prêts in fine. Ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qu'il y avait à l'intérieur, voilà. Mauvaise information commerciale, donc c'est vraiment c'est décrit comme une perte de confiance dans la manière de commercialiser, c'est ça. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu des pertes ni pour Lending Club, ni pour l'investisseur concerné, donc rien a priori de systémique. Bon, ça au moins, c'est une très bonne mise au point et on peut confirmer que la transparence est totale sur des sites comme Lendix, que préside Olivier Goy. Je peux même vous le confirmer parce que je suis prêteur chez eux. Vous avez investi. Ah ouais, puis presque. Vous avez fait une bonne affaire? C'est des petits montants, mais ça marche très bien, c'est très sympa. Mais en plus, on a une chance en France. Il y a beaucoup de réglementations. C'est super régulé en France. Mais au moins, c'est super protégé. Vous savez qu'il n'y a pas de régulation aux États-Unis là-dessus. Oui. En France, c'est régulé. Alors qu'en France, on ne risque pas grand-chose. Exactement. Et d'ailleurs, vous aimez beaucoup taquiner des sites avec des propositions financières absolument folles. Exactement. Et là, ça ne devient pas hyper régulé en France aussi? Enfin, non, une bonne nouvelle? C'est une cata, c'est régulé, mais le problème, c'est qu'on peut le faire n'importe où en Europe. Et là, il y a une loi qui va sortir et qui vise les sites de trading en ligne. Alors, on parle du forex, de l'investissement sur les devises, des sites qui disent qu'on peut perdre plus que sa mise initiale. Oui, et qu'on peut gagner 1000 euros par jour. Il n'y a quasiment pas de gagnants, il y a beaucoup de perdants sur la masse. Là aussi, c'est du creux de perte, on peut le dire. Creux d'arnaque, oui. Voilà, c'est ça, on peut le voir. Enfin, dites pas ça, on va se faire attaquer forcément. Et là, le gouvernement a décidé de réagir. Alors, regardez un peu le pitch de cette réaction, et c'est sur un site qui s'appelle Finance TV. Le projet de loi Sapin 2 prévoit donc d'interdire toute forme de communication à caractère promotionnel par voie électronique, emailing, publicité en ligne. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisant? Vous avez entendu, Georges, uniquement les publicités en ligne, les publicités électroniques. Ça ne concerne pas les journaux, ça ne concerne pas les radios. Si vous écoutez BFM le matin, on ne parle que de ça, c'est des coms là-dessus. Ça veut dire que les lobbies ont bien joué. Alors attention, si vous voulez faire ce genre de choses, forex, trading en ligne, partez en courant, c'est un peu comme partez en courant. Voilà. C'est vraiment pas sérieux. Mais là, du coup, Jean-Pierre, franchement, depuis le début, vous me faites peur. Ça suffit. Est-ce que vous pourriez me rassurer? Le marché n'est pas forcément à cette tendance. Alors effectivement, vous savez, je vous avais rassuré, ça fait un moment avec l'or. J'en parle depuis octobre. Ouais. Ceux qui ont suivi ça ont fait de bonnes affaires pour le coup. Ont bien investi puisque l'or a monté. Regardez cet article des Échos. Depuis janvier, les investisseurs se jettent sur les fonds indiciels cotés adossés au métal précieux. La demande d'or a grimpé, tenez-vous bien, de 21% sur les 3 premiers mois de 2016, du jamais vu. Les cours ont augmenté de 16% au premier trimestre. Une performance sans égal depuis près de 30 ans, au même moment où l'Eurostoxx perdait, lui, 8%. Alors, c'est bien pour les gens qui ont investi sur l'or, c'est pas bon pour nous, parce qu'au fond, c'est aussi un indicateur de la peur. Ouais, ce qu'on appelle une valeur refuge. Exactement. Et pour finir, Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez me faire rire un peu? Mais j'adore vous faire rire. Faites-moi rire. Je vais vous parler de Frank Underwood. Ah, mon ami. Connaissez? Ah, j'adore. Ah oui? Ah, mais je le regarde. Alors, comme pour ceux qui ne connaissent pas, Frank Underwood, c'est le héros d'une série qui s'appelle House of Cards. Exactement, c'est un homme politique américain qui président. D'abord vice-président, puis président, avec quelques magouilles quand même, on peut le dire. Très légère. Mais c'est un personnage de série joué par Kevin Spacey. Vous connaissez la série, on voit, vous êtes trop fort. Et alors, Frank Underwood, qui est donc un personnage de série, qui n'existe pas, il a un compte Twitter. Oui, c'est très drôle ce qu'il tweet. Et il a tweeté à Manuel Valls pour lui expliquer la démocratie avec le 49.3. Regardez, c'est très amusant.
Frank Underwood, qui sur Twitter a taclé le 49.3 pas très démocratique de Manuel Valls, qui irait bien à ce Frank Underwood qui lui-même est plutôt proche du dictateur. Eh bien, Manuel Valls lui a répondu « Cher Franck, la démocratie est la pire forme de gouvernement ». Excepté tous les autres, en citant donc Churchill, cet échange qui montre que Manuel Valls, de temps en temps, finalement, a de l'humour. Et en plus, Manuel Valls a répondu. Et vous avez vu, on l'a vu, effectivement, c'est une réponse de Churchill, on l'a vu, la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Voilà, en tout cas, Frank Underwood s'intéresse à la politique française et on adore ça. Ils sont très forts, les Américains, rien à dire. Georges, c'était sympa, c'était calme mais sympa. Merci pour les croissants et les pains au chocolat. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour un café et la presse.